Nous sommes là pour protéger le public. C'est le seul et unique mandat que nous avons, la protection du public. Un des organes importants pour assurer ce mandat-là, c'est le bureau du syndic. Ce n'est pas le seul, et je vous dirais que c'est probablement un des plus importants. Et il est composé de 2 personnes. Alain Mignot. Je suis acupuncteur. Je suis infirmier également de profession. Et je vous dirais qu'on continue notre formation. Comme moi, je suis étudiant. Actuellement étudiant en droit. Pour m'amuser. Et tu es le syndic. Et je suis le syndic de l'ordre. Monsieur Durand. Alors, je suis également acupuncteur. Je suis le syndic adjoint. Et je suis également étudiant. J'étudie en andragogie et l'enseignement aux adultes. Une chose importante que vous devez savoir, c'est que les syndics de l'ordre doivent être obligatoirement des membres de l'ordre professionnel. Donc, au collège de médecins, ce sont des médecins, au barreau, ce sont des avocats, à la chambre de notaire, c'est des notaires, et ainsi de suite. Parce que la seule personne qui peut évaluer le travail d'un acupuncteur, c'est un autre acupuncteur, et ça, conformément à l'article 25 du Code des professions, qui dit que le jugement doit être fait par les pairs. Okay? Donc, seulement un acupuncteur peut évaluer le travail d'un acupuncteur. Également, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a d'autres mandats. Parce que le bureau du syndic, son mandat principal, c'est d'enquêter sur les membres de l'ordre. C'est vous, ça, quand vous allez graduer en 2017. OK? Je vais pouvoir enquêter sur vous. OK? Mais également, on a d'autres mandats. On nous a confié la répression de la pratique illégale. Donc, ça, c'est les gens qui pratiquent sans être détenteurs de permis valides délivrés par l'ordre des acupuncteurs. Et on était aussi responsable du service de renseignement de liaison. Ça, c'est la ligne de communication directe. Donc, quand les gens ont des questions à poser sur la profession ou l'acupuncteur, ils vont appeler le service de renseignement. Ça peut être vous aussi, comme futur acupuncteur, vous avez des questionnements de nature éthique ou déontologique. Plutôt que de rester dans le doute, vous pouvez nous appeler. À ce moment-là, on va pouvoir répondre à vos questions. Bien entendu, on ne donne pas d'avis juridique, nous ne sommes pas avocats, mais on peut quand même vous donner des bonnes pistes de solutions. Je tiens à faire une distinction importante avec une association. Une association d'acupuncteurs n'est pas un ordre professionnel. Une association d'acupuncteurs est là pour défendre les intérêts socio-économiques des membres, mais en aucun moment il a un rôle à jouer au niveau des enquêtes. C'est l'ordre professionnel qui est là pour la protection du public. Je vais commencer par vous parler du cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, il faut comprendre qu'il y a 2 aspects. Premièrement, il y a la réglementation qui vient de l'extérieur de l'ordre, donc ce n'est pas l'ordre qui a décidé. Donc, et c'est des grandes entités, on va les voir tantôt ensemble, mais il y a également ce que l'ordre va produire qui va devenir également de la réglementation. Donc, il ne faut pas avoir à l'idée que c'est juste les écrits de l'ordre, mais il y a également des choses qui sont extérieures à nous que l'on doit suivre. Et souvent, la législation qui est à l'extérieur de l'ordre va englober l'ensemble des professionnels de la santé. Infirmières, médecins, nanothérapeutes, peu importe. Ça ressemble à ça, un peu, le déploiement de la réglementation en matière de gestion de prévention des infections. La réglementation extérieure à l'ordre, on va parler en premier de Santé Canada. On va voir tantôt toutes les choses que ça peut faire. Il y a une loi sur la santé publique. La loi de la santé publique est de juridiction provinciale. C'est une compétence provinciale. Ça a-t-il un impact dans la pratique de l'acupuncture? Vous allez voir que oui. Également, il y a la loi sur l'environnement. La loi sur l'environnement et l'acupuncture, c'est quoi le lien? On va le regarder ensemble aussi, le lien entre la loi de l'environnement et la pratique de l'acupuncture. Je vous dirais que c'est les principales lois avec lesquelles on doit composer, les lois qui sont extérieures à l'ordre. Mais il y a également des codes et des règlements qui sont en provenance de l'ordre ou qui émanent de l'ordre. Notamment le code de déontologie, le règlement sur la tenue de bureau, on a un guide de prévention des infections et bientôt, il y a actuellement en rédaction un manuel de gestion des risques. On va le faire un très très bref survol de ça. C'est en rédaction, ça devrait paraître normalement en 2015. C'est un processus qui est long et qui est très ardu. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'autorités à chercher tout ça. On va les regarder ligne par ligne. La première ligne que je vous invite à regarder, c'est celle de Santé Canada. J'ai une question à vous poser. En tant que futur acupuncteur, je peux-tu acheter mes aiguilles par Internet? Ça coûte bien moins cher.
Et pourquoi? Moi, je les achète sur Internet. C'est déjà sur Internet? Coûte une pièce et demie. Au lieu de. 5 pièces, je pense. Ah, C'est ça. Y a-t-il un risque d'acheter des aiguilles par Internet? Mais ça dépend de l'enseignant. Ah, c'est pas grave, tu vas devenir d'une bonne place. Enlève pas, le pensée est libre. Ça veut dire qu'il y a n'importe qui pour acheter des aiguilles. Pardon? Ça veut dire qu'il y a n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas responsable pour acheter des aiguilles. Oh, c'est pas illégal d'acheter. C'est pas illégal d'être en possession d'aiguilles d'acupuncture, c'est illégal de s'en servir. La possession n'est pas sanctionnée. Là, je rentre dans les dispositions pénales. Mais j'ai-tu le droit d'acheter des aiguilles par Internet? Ben, sûrement que si c'est homologué, il doit y avoir un. Il y a une homologuée. Ben, j'imagine. OK. C'est une manipulation. C'est Ah. pas des vieilles aiguilles. Ah, mais ils sont sur Internet, ils sont homologués. Bien fermés. Ils ont tout ça sur Internet. Comment tu vas vérifier? OK, ben, c'est comment je vais vérifier? J'aime bien votre question. OK, on va commencer. Santé Canada est très clair. La vente pour les aiguilles d'acupuncture, ça doit être des aiguilles qui sont homologuées par Santé Canada. OK? Le fait d'acheter des aiguilles par Internet, ils sont peut-être homologuées Santé Canada. Mais vous avez l'obligation, vous avez la responsabilité conformément à la loi sur les drogues, OK? Et sur le règlement sur les instruments médicaux, parce qu'il y a un règlement sur les instruments médicaux, de vous assurer que les aiguilles d'acupuncture que vous achetez, que ce soit du fournisseur que vous faites affaire à tous les jours, je ne nommerai pas de nom, ou que vous achetez par Internet, de vous assurer que les aiguilles que vous achetez aient un numéro d'homologation de Santé Canada. Comment on fait ça? Bien, vous allez sur le site Internet de Santé Canada, vous allez consulter le MDELL, quelque chose du même, le Medical Device, on vous fournira l'adresse Internet, et à ce moment-là, vous allez voir si les aiguilles que vous voulez acquérir sont homologuées Santé Canada. Ils ne le sont pas, vous ne les achetez pas. Si vous le faites, vous engagez votre responsabilité professionnelle et votre responsabilité civile. OK? Donc, ceci est valable pour tout le matériel, pas juste les aiguilles, tout matériel qui est acheté par Internet ou distributeur, vous devez vous assurer qu'il dispose d'un numéro d'homologation. C'est une obligation. les lasers, par exemple, bon, ça doit être des lasers qui sont homologués par Santé Canada. OK? Et ça, vous pouvez vérifier vous-même à partir de chez vous. On ne dit pas que c'est illégal de l'acheter. On vous dit que vous avez la responsabilité de vous assurer que. OK? Pourquoi on vous dit ça? Ah oui, l'autre chose aussi, on a certains acupuncteurs qui vont utiliser des produits naturels, surtout la pharmacopée chinoise. Des acupuncteurs qui, avec certaines conditions, peuvent procurer des pharmacopies chinoises. Bien, exactement, c'est la même chose. Les produits qu'un acupuncteur va, en guillemets, fournir à ses patients, tous les produits doivent être homologués. Santé Canada va avoir un numéro de NPN. OK? Pourquoi? Parce que si jamais il y a un rappel, que ce soit d'un produit naturel, exemple, un produit naturel qui est contaminé par, je ne sais pas, moi, d'Escherichia coli, ou qui est contaminé par un métaux lourd, ou une aiguille d'acupuncture qui, exemple, il y a un mauvais lot qui est contaminé, un lot qui a été mal stérilisé, qui est contaminé, le fait que le produit soit homologué, automatiquement, il va y avoir un avis d'alerte qui va être envoyé par Santé Canada, un avis au professionnel de la santé, et ça s'appelle le logiciel MEDEFET. Vous pouvez tous et chacun vous inscrire à ça comme professionnel ou comme consommateur. Comme professionnel de la santé, vous vous inscrivez sur MEDEFET, et lorsqu'il y a un avis de santé publique, de Santé Canada qui est émis, automatiquement, vous en êtes alerté. Donc, si jamais un jour, il y aurait un aiguille d'acupuncture, un lot d'acupuncture, une compagnie, dont la compagnie est homologuée, qui aurait un problème de stérilisation et que c'est connu par Santé Canada, l'alerte va être émise au niveau des fournisseurs, mais également à l'ensemble des professionnels pour nous aviser de retirer ces lots-là, pour ne pas continuer à travailler avec des lots potentiellement contaminés ou contaminés. D'accord? Également, c'est la même chose avec les produits naturels, surtout au niveau de la pharmacopée chinoise, c'est la même chose. Il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il y a des contaminants, des contaminations soit chimiques ou bactériologiques. Également, Santé Canada va émettre des avis. C'est bien beau, mais donne-nous ton exemple. En fait, l'exemple concernait un acupuncteur qui, en déballant son aiguille d'acupuncture, a découvert un petit papillon à l'intérieur du tube. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Ça vous arrive? Pourtant, c'est une aiguille homologuée. Vous prenez l'aiguille. Qu'est-ce que vous allez faire avec une aiguille où il y a un petit papillon dedans? On ferme tout, on le met dans la boîte, puis on met ça de côté, on appelle la personne où on l'a acheté. OK. La personne qu'on a acheté? Ben, la compagnie. La compagnie? La compagnie va dire, ben moi, je
J'ai entendu parler de ça. Oui, mais elle pourrait le faire, effectivement. Elle devrait le faire. OK. Vous, c'est quoi, Farid, tout droit? Moi, je déclarerais à la Santé Canada le numéro de, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme référence sur le produit là, pour dire que Gardez l'aiguille aussi, hein? Ouais. OK? Effectivement, vous devez garder le produit qui vous trouvez douteux et faire une divulgation auprès de Santé Canada. C'est une obligation, étant donné que si jamais il y a un problème avec un lot, vous avez aussi l'obligation d'informer l'organisme compétent, en l'occurrence Santé Canada, qui a peut-être une alerte à faire concernant ce produit-là. Conformément que s'ils voient que c'est un lot d'aiguilles qui est potentiellement contaminé, ils vont envoyer l'avis au professionnel de la santé. Nous, on va le recevoir. Vous pourriez le recevoir si vous êtes abonné. Et à ce moment-là, on pourrait procéder au retrait de ce lot d'aiguilles-là ou de la totalité des aiguilles de cette compagnie-là. Oui, mais c'est des. Vous allez me dire, oui, mais ça peut avoir des impacts. Moi, j'utilise juste cette marque d'aiguille-là. Mais tu vas-tu te prendre le risque de travailler avec des aiguilles potentiellement contaminées? Comment vas-tu gérer les risques? On va parler tantôt de gestion des risques. Il faut avoir cette préoccupation-là toujours. OK? Cette préoccupation-là est valide aussi pour tous les produits naturels. Si vous trouvez qu'il y a un produit naturel qui a un effet un petit peu avec des effets secondaires, vous avez l'obligation de le signaler à la Santé Canada. Et bien entendu, la responsabilité que vous avez n'est pas écrite dans la loi de Santé Canada. En principe juridique, on dit que vous avez une obligation implicite, dans le sens que c'est d'emblée, on s'attend à ce qu'un professionnel diligent prenne les moyens nécessaires pour pouvoir assurer la protection du public. Il y a un article qu'on se sert pour ça, pour pouvoir, en guillemets, accrocher ce raisonnement-là, mais vous avez une responsabilité implicite de le faire. Donc, si jamais, exemple, il y avait une enquête syndic, vous ne pourriez pas dire, ben non, il n'y a rien dans la loi qui l'indique. Non, votre responsabilité, elle est implicite, ça veut dire qu'elle est supposée comme professionnel de santé, parce que vous avez des obligations en matière de prévention des infections. Ça, c'est Santé Canada. On va regarder la deuxième ligne qui est la loi de la santé publique. La loi de la santé publique est de juridiction provinciale, donc c'est une compétence provinciale. Et bien entendu, eux, ils ne regarderont pas la protection du public dans l'individu, mais ils vont regarder la protection du public dans une approche populationnelle. Donc, eux, c'est des populations qu'ils vont regarder. C'est vaste quand même, la santé publique. Je vous ai quand même donné des aspects qu'ils vont regarder. Les infections transmissibles sexuellement, par le sang et les sexuels, la santé sécurité au travail. On va regarder la santé environnementale, l'air et l'eau, le sol. En grand guillemets, c'est ça. Il y a plusieurs volets, mais le volet nous, qui nous intéresse le plus, avec lequel je vais partager avec vous, c'est que la loi de la santé, la loi de la santé publique va donner des pouvoirs très grands au directeur de santé publique. Des pouvoirs très grands qui vont donner des pouvoirs d'enquête pour faire des enquêtes épidémiologiques. Exemple, OK? Il y aurait un cas de contamination qui surviendrait. Donc, je vais vous donner l'exemple que j'ai donné tantôt. Dans une région, on reçoit un appel comme quoi il y a une personne qui a la bonne idée, bonne étant en guillemets, de faire bouillir ses aiguilles d'acupuncture en utilisation de chacun de ses patients. Elle en a juste deux. Elle en a juste deux. Elle en a juste deux aiguilles. Oui, elle a deux aiguilles, mais elle les stérilise à l'oubliant, entre chaque patient. Un petit presto. Oui, ça fait une belle job. Les aiguilles se promènent dans le bac, c'est de tous côtés. Et c'est évident que nous, quand on a eu l'information, je ne vous dirais pas que ça n'a pas pris 24 heures qu'on était rendu sur place, puis on est allé chercher le matériel fautif. C'est mon travail d'assurer la protection du public. Oui, perquisition. Le gros kit, là. On est allé chez un juge, mandat de perquisition, tout le kit. C'est en pratique illégale. Pas grave, ça fait ça. Mais nous, mais il y a combien de personnes qui ont été piquées? Quand on questionne la personne, on dit, vous avez piqué combien de personnes? Ben, à peu près 400 personnes que j'ai piquées avec ces deux aiguilles-là. Ils avaient toujours bouilli les aiguilles en disant, ah oui, c'est correct, fait bouillir les aiguilles. OK. Là, moi, je sais, j'ai l'information. J'ai pas le choix. Il a fallu que je. Pardon? Excusez, je pensais tout le monde. OK. J'ai pas le choix. J'ai une obligation comme syndic. La loi m'oblige. J'ai dû débarquer à la santé publique. C'est mémorable, cet événement-là, en tout cas. Il a fallu que j'aille à la santé publique, rencontrer le directeur de la santé publique, dire voici les faits que je vous ai racontés. Les autres, ils disent il y a un risque pour la population de transmission. Bien, écoutez, là, c'était fermeture de cette clinique-là. Et ça a été un appel à la population, pour tous les gens qui ont été traités à cette clinique-là, ils ont reçu une lettre, parce que nous, on avait tous saisi les dossiers, ils ont reçu une lettre de se présenter à tel endroit, des tests de dépistage et tout le kit. Les médias de la région s'en sont occupés.
la personne a quitté finalement. En tout cas, le problème s'est réglé, mais il reste quand même que ça a quand même eu un impact sur la population. Il faut comprendre que le directeur de la santé publique a un travail différent de celui du syndic de l'ordre, mais on a quand même la même préoccupation qui est la protection du public. Moi, dans l'exercice de l'acupuncture, mais le directeur de la santé publique dans une perspective populationnelle. Une autre des lois également que je veux vous parler, c'est la loi de l'environnement. La loi de l'environnement de l'acupuncture, là, regarde, je ne le fais pas lier. Et oui, il y en a un. Il faut comprendre que sur la loi de l'environnement, il y a un règlement d'application. En passant, c'est une loi de compétence provinciale. Et il y a un règlement d'application qui s'appelle le règlement sur les déchets biomédicaux, qui découle de la loi sur l'environnement. Et ça, bien entendu, ça tient compte de tout le matériel invasif. Donc, tout le matériel qui pénètre la peau du patient, qui touche aux muqueuses des cliniques biologiques. Donc, c'est tout le matériel qu'on va retrouver en milieu hospitalier, dans les cliniques de thanatopraxie, qu'on va retrouver en clinique vétérinaire. OK? Nous, c'est nos aiguilles d'acupuncture. Qui c'est qui découle de ça? Comment on en dispose dans nos cliniques? C'est prévu par ce règlement. L'entreposage, je les entrepose comment? On va vous en parler dans quelques minutes. Le ramassage. Comment on les ramasse, ces aiguilles-là? N'importe qui peut ramasser ça. C'est transporté comment? Je peux transporter ça de n'importe quelle façon. Le règlement prévoit tout ça. Et bien entendu, le règlement va voir jusqu'à l'élimination de ces déchets biomédicaux-là. Comment on les élimine, conformément à la loi sur l'environnement. Est-ce que j'ai un rôle? J'ai-tu une responsabilité de comment ils transportent et comment c'est éliminé? J'ai-tu cette responsabilité-là, moi, comme acupuncteur? Oui? Écrivez-nous ça. C'est cool. Je vois ça. J'ai-tu une responsabilité? Regarde, j'ai appelé un taxi, puis j'ai mis ça dans le taxi, puis ils sont allés porter ça. Il m'a dit qu'ils allaient porter ça au Jean Coutu. Puis que Jean Coutu va s'en occuper. Je ne sais pas comment. J'ai-tu engagé ma responsabilité professionnelle? Anecdote, ou je l'adore celle-là. Anecdote. Je reçois un appel de la santé publique. Santé publique, il me dit Funio, on a un petit problème. Je dis oui, pas de problème. Elle dit dans une cour d'école, on a trouvé des boîtes d'acupuncture ouvertes, puis les aiguilles sont dispersées dans la cour d'école. C'est-tu normal? Non. C'est pas normal. Mais là, on fait quoi, là? Ben là, qui va aller les ramasser? Vous voyez, là, on met un peu la bureaucratie là-dedans, mais moi, ma préoccupation, c'est comment se fait que des aiguilles d'acupuncture, des bacs d'aiguilles d'acupuncture contaminées, se ramassent dans une cour d'école, puis que les bacs sont défoncés, puis les aiguilles sont dispersées dans la cour d'école. Puis il y a des enfants, là. Finalement, l'enquête a démontré que l'acupuncteur, donc dans tout ce que je vais donner, il n'y a aucun nom pour ça. L'acupuncteur, par négligence, a dit la compagnie de transport accréditée va venir vers 10h30. Moi, j'ai une commission à faire, il faut que je parte à 9h30. Ils ont laissé sur le balcon. Puis la compagnie va les ramasser. Un bac de déchets biomédicaux, c'est quelle couleur? Ou? Jaune très visible. Mettez ça sur un balcon et mettez des enfants qui passent qui voient quelque chose de jaune flashant. C'est ce que je pensais qu'il fait. Des méga-blocs. C'est bien. Des méga-blocs. Les enfants vont ramasser ça. Les enfants étant ce qu'ils sont, ils ont emmené ça à l'école. Et les enfants ont donné des coups de pied dessus. Puis la boîte à l'ouvert. Ça s'est dispersé. Est-ce que l'acupuncteur a engagé sa responsabilité professionnelle et civile? OK? Et vous voyez, imaginez, on était chanceux dans l'histoire, aucun des enfants ne s'est piqué avec une de ces aiguilles. Mais imaginez les conséquences que ça aurait eu pour le professionnel, pour l'image de la profession, s'il aurait fallu qu'un ou plusieurs enfants se contaminent avec ça. Okay? On va parler tantôt de plus de détails en lien avec les petites obligations qu'on a avec ça. Je vous fais juste des survols. Juste pour dire que chacun des gestes que l'on fait a des impacts. On a vu un peu les lois qui sont émanant de l'ordre, qui sont extérieures à l'ordre. On va regarder plus ce qui est en lien de l'ordre, en provenance de l'ordre. On a le code de déontologie. Le code de déontologie, c'est nos obligations déontologiques. J'ai une question pour vous. C'est quoi la distinction entre la déontologie et l'éthique? C'est quoi la distinction entre l'éthique et la déontologie? C'est-tu pareil? C'est-tu différent? Vous avez le droit de vous tromper, hein, donc il faut lancer quelque chose. Il faut dire quelque chose. Je m'attends pas là. Vous êtes ici en apprentissage. Nous, on joue là-dedans tous les jours. C'est quoi l'éthique? La déontologie versus la déontologie. Vas-y, allez-y. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus large par rapport à l'éthique.
versus déontologie qui serait plus liée à l'exercice la pratique d'un travail, d'une profession. OK. L'éthique est un peu large dans quoi? Au niveau plus social, philosophique, une éthique, valeurs, etc. OK. Plus large, finalement, que juste l'exercice de la profession. Oui. Mais l'éthique, c'est plutôt la morale, elle est avec la morale. Et, La morale et l'éthique, ça va ensemble? Mais oui, mais non, mais la déontologie a des lois. La quoi? La déontologie a des lois précises. Il y a des lois précises. Donc, un peu comme Madame elle disait, c'est professionnel un peu. OK. Bien, quelle est sa réponse? Déjà, Oh! l'éthique, on dit tantôt dans notre groupe que c'est quelque chose de personnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça rejoint. Non, si vous n'êtes pas d'accord? Parce que chacun a son éthique finalement, un petit peu. On a des valeurs qui peuvent varier. On a tous des valeurs communes qui en fait rejoignent l'ensemble de la société, mais on peut avoir des niveaux de compétences, on va dire, liées à l'éthique qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et effectivement, la déontologie, elle est plutôt reliée à des règlements ou des lois, donc elles sont édictées par le législateur finalement. C'est le législateur qui dit la déontologie à l'acupuncture, c'est ça. OK? Bien sûr, ils sont, ils se sont inspirés de l'éthique, mais la déontologie, c'est surtout des règlements. Comme je disais aussi tantôt, l'un et l'autre, c'est difficilement séparable. On peut difficilement séparer l'éthique de la déontologie dans un professionnel en tout cas. Le professionnel a une déontologie, mais il a aussi une éthique qui est certainement liée à son champ de pratique. Est-ce que c'est clair? Dans le fond, on va le résumer, on va vous apprendre un beau mot. On appelle ça le locus. Le locus, c'est le centre de décision. Dans l'éthique, le locus est interne. En déontologie, le locus il est externe. C'est quelqu'un qui a décidé pour moi, ça serait quoi mes règles de conduite. C'est pas les acupuncteurs qu'on s'est entendus ensemble, hey, ça va être ça nos règles de conduite. Non. C'est l'Assemblée nationale qui représente les citoyens du Québec qui ont dit voici ce qu'on attend d'un acupuncteur, c'est qu'il exerce selon ces règles-là. Donc, le locus, il est vraiment externe. Okay? On va voir quelques articles qui sont vraiment très spécifiques en matière de prévention des infections et de gestion de risque de prévention des infections. On va voir les articles spécifiques. Okay? Le premier qu'on va regarder, c'est l'article 3 et ensuite l'article 4. Donc, l'acupuncteur a le devoir primordial de protéger la santé, mais pas juste la santé individuelle de notre patient, mais également la santé dans une vision de collectivité. Quand on vient, on va faire un petit exercice de sensibilisation au niveau de la collectivité. OK? Mais les impacts qu'on a dans notre clinique peuvent avoir également des impacts dans la communauté. Également, on doit exercer notre profession, et là, c'est marqué en rouge, je vais très bien postuler, selon les normes de pratique généralement reconnues. OK? Les normes de pratique ne se retrouvent pas dans le code de déontologie. Les normes de pratique se retrouvent dans le guide de prévention des infections qu'on retrouve dans le guide de pratique professionnelle. OK? Donc, vous ne trouverez pas sur le comment le faire dans le code de la déontologie. Le code de déontologie, ça nous donne, on doit suivre les normes. Les normes sont dans le guide de prévention des infections. Il faut comprendre que ça devient tout, cette affaire-là. Et ça, vous n'avez pas le choix. Je vais vous parler d'un autre règlement qui va avoir des impacts aussi en gestion de prévention des infections, qui se trouve être le règlement sur la tenue de bureau. Excusez. Et non pas, c'est des obligations réglementaires, mais les infractions amènent également des infractions déontologiques. Notamment, le règlement complète le nom suivant. Règlement sur les effets des cabinets de consultation au bureau des acupuncteurs et la salubrité des locaux. Notamment, on va regarder au niveau de la salubrité des locaux. Depuis 2 ans maintenant, le comptage des aiguilles est une procédure obligatoire. Et également, le comptage doit être inscrit dans le dossier du patient, comme quoi ça a été effectivement fait. OK? C'est une procédure obligatoire. Également, le règlement, il y a un article qui est intéressant, qui est l'article 34 du règlement sur les tenues de bureau. Ce qui est intéressant, c'est que le professionnel doit assurer tout le temps la salubrité et l'hygiène. Salubrité, hygiène, prévention des infections, ça s'attache ensemble, ça? Quand même. Ben non, je vais laver les mains, mais j'ai un peu de poussière à terre, c'est pas grave. Je lave mes serviettes une fois par mois. Moi, je retourne là-bas. Ah, toi, t'es laves pas, toi, t'es retourné. Moi, je retourne quand je fais un passage, je retourne là-bas. On est un peu sarcastique. On s'excuse, on est sarcastique. Ou vous êtes sous le choc, les deux. Ou vous me dites, ça n'arrive pas. Tout ce qu'on vous raconte est vrai. OK?
On a quand même beaucoup d'années d'expérience comme ça. Ce qu'on vous raconte n'est pas des bobards, n'est pas des légendes urbaines. Les choses sont réellement. Okay. Toi, tu fais juste tourner? Oui. Okay. Mais par contre, je veux juste rajouter, dans le 34, la salubrité et l'hygiène ne se cantonne pas juste à la sepsie et à l'hygiène pour le patient qu'on traite. C'est avant et après. On va le voir tantôt dans le continuum. Okay. Les méthodes de stérilisation du matériel doivent être efficaces. Alors, là, on utilise des aiguilles jetables, mais il y a quand même d'autres types de matériel qu'on peut stériliser. Ventouses, prendre de poignée, les têtes de laser aussi doivent être désinfectées, tout ça. L'autre chose aussi, c'est que le lavabo, le récipient approuvé pour les aiguilles d'acupuncture, doit être accessible de chacune des salles de traitement. Ben, pourquoi? J'en ai un, ça suffit. J'en ai un, mais écoute, c'est un gros, c'est un 10 litres, un 18 litres, là, ça va prendre du temps avant de remplir ça. Un, c'est suffisant. Ça va me prendre 3 ans de remplir. J'ai 18 aiguilles, j'ai dépiqué M. Durand, j'ai 18 aiguilles dans la main, je sors, tu arrives en même temps, je t'ai poignardé avec 18 aiguilles. OK? C'est pas grave. On va enlever un peu d'alcool et on fait saigner, c'est correct. Ou pire, pendant que j'emmène les 18 aiguilles, j'en ai échappé une au sol, puis il y a quelqu'un d'autre, 2 ou 3 jours plus tard, qui se pique avec. Également, il y a un risque. Donc, pourquoi se compliquer la vie? Mettez un bac dans chacune de vos salles. Tout ce que vous avez fait une fois que c'est piqué, vous étendez votre bras et vous laissez tomber dedans. On gère le risque de façon minimale. On ne prend pas le risque de transporter des aiguilles, du risque de piquer quelqu'un accidentellement ou de prendre le risque d'en échapper une. Et bien entendu que les règles de prévention des infections soient observées. Et ça, c'est ce que vous allez apprendre dans votre cours avec Mme Morin. Les règles de prévention des infections, c'est ça que vous apprenez avec elle. Nous, on vient juste dire que c'est important que vous fassiez. Parce que le grand risque qu'on a dans l'exercice d'acupuncture comme futur acupuncteur, c'est la prévention des infections. L'élément que je vais vous parler, c'est le guide de prévention des infections. Tantôt, je vous disais, le code de déontologie dit on doit suivre les normes. Les normes sont où? Les normes sont dans le guide de prévention des infections. Dans le guide, il y a le protocole post-exposition percutanéenne accidentelle, il y a également un paquet d'autres éléments. Il y a également une jurisprudence qu'on a développée au fil des années qui vient appuyer l'importance du guide. On va vous parler de quelques cas de jurisprudence aussi. Et ça, le guide de pratique professionnelle, tous les... Bien, peux-tu le montrer, ça fait? Tous les acupuncteurs doivent avoir ça dans leur clinique. C'est dans le cartable. C'est ça. C'est le cartable complet. Il y a plusieurs onglets dans le cartable, dont le guide de pratique, l'alimentation sur la prévention. Donc, vous avez les lois, les règlements, les directives, tous les guides, les tenues de dossier, la prévention des infections. La prévention des infections, il faut comprendre une chose. C'est basé sur des autorités. Donc, ce n'est pas deux personnes qui sont assises qui ont fait ça sur un coin de table. Okay? Donc, ce n'est pas Alain Mignot et Guillaume Durand qui sont assis en fin de semaine et on va faire un guide de prévention des infections. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre qu'il y a une recherche. C'est basé sur des références à des autorités reconnues. OK? On en a plusieurs au Canada, Santé Canada et l'Institut national de la santé publique. C'est appuyé sur des données probantes. Donc, c'est vraiment prouvé et reprouvé. Et bien entendu, c'est évolutif. Dans le sens qu'il arrive des éléments dans la vie, où il arrive des événements sentinelles, des événements anecdotiques, qui font en sorte qu'on est obligé de se protéger davantage, ou mettre en place des procédures. Un des exemples, c'est le comptage des aiguilles. Le guide date de 2008, mais la procédure de comptage des aiguilles date de 2012 de mémoire. D'accord? Parce que ça évolue en fonction des risques que l'on découvre. OK? Et d'ailleurs, ça fait baisser l'assurance. Le fait d'imposer aux acupuncteurs de compter et marquer les aiguilles sur leur dossier a permis de faire baisser le coût de nos assurances professionnelles. Parce que les plus grandes réclamations que l'on avait en matière d'assurance responsabilité professionnelle, c'était les oublis d'aiguilles. On prend des moyens pour éviter que ça l'arrive. Okay? Donc, il y a quand même des intérêts financiers à suivre les règles de projet. Il faut comprendre que le manquement. Il faut comprendre que les règles de prévention des infections, ça c'est important, vous devez le comprendre, puis Guillaume tantôt va l'appuyer. C'est une séquence rigoureuse. Okay? C'est strict, c'est rigoureux. Ici, on manque une des étapes. Hein? Le manquement à une des étapes, c'est tout le processus qui tombe. Okay? Tout le processus que vous avez mis en place. Vous manquez une étape, tout le processus est plus bon. Okay? Et bien entendu, vous devez maîtriser toutes les étapes. D'où la formation, d'où votre formation en cours en bio, comment vous allez intégrer ça dans votre action. Mais également, ça couvre ensemble les procédures. Puis, il faut comprendre que le guide, ce n'est pas un idéal à atteindre. Ah, ça c'est le best, mais c'est pas grave. Non, non. Ce n'est pas un idéal à atteindre. On doit les respecter. Okay? Et ne pas les respecter,
ben, vous vous portez à flanc à des conséquences, on va en parler un peu plus tard. Okay? Bien entendu, ça évolue d'année en année. Okay? Le guide de prévention des infections couvre plusieurs aspects, notamment le lavage des mains, le port du masque, quand est-ce qu'on porte, quand est-ce qu'on ne porte pas, la poncture sécuritaire, qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, après, le matériel à usage unique, comment il est géré, le matériel est réutilisable, comment on va le gérer, la gestion des déchets biomédicaux, la buanderie, la salubrité. On a parlé tantôt de buanderie, on a parlé de salubrité, mais les normes sont marquées dans le guide. Okay? Donc, tout est dans le guide actuellement. C'est avec ça que la formation est préparée. C'est ça qui va vous servir d'assise de la profession. Par contre, il y a un nouvel élément qui s'en vient, qui s'appelle le manuel de la gestion des risques. Parce que le discours scientifique change. Maintenant, on va parler plus de gestion de risque, qui, selon moi, est plus proche de la vraie réalité. Okay? Il est actuellement en rédaction. C'est évident que ce n'est pas juste la prévention des infections, c'est une approche multi-risques. Ça va tenir compte d'un paquet de nouveaux risques qu'on a identifiés au cours des enquêtes du syndic et qu'on a découvert au cours des inspections. Et la prévention des infections va devenir encore plus spécifique parce qu'on se rend compte de plus en plus, surtout avec le H1N1, l'Ebola, que la prévention des infections est en train de devenir une spécialité, même une hyper-spécialité. Okay? Donc, les données évoluent à vitesse grand V. C'est évident qu'il y a des événements sentinelles aussi qui vont nous guider dans le choix de ce qu'on doit gérer comme risque ou ce qu'on ne gère pas comme risque. Et ça tient compte de la complexité de la profession. Une des nouvelles réalités qu'on voit apparaître maintenant dans l'exercice de la profession, c'est les patients qui ont des systèmes implantables. Exemple, un patient qui a une prothèse de hanche, une prothèse métallique. Je ne me ferai pas avoir. Je dois poncturer un point sur la hanche. Tantôt, j'ai dit on poncture VB29, je me suis regardé avec des grands yeux. De quoi tu parles? Mais mettons que je dois poncturer un point sur la hanche. Un patient qui est porteur de la hanche, avec une prothèse métallique en hanche, est-ce que je peux piquer en acupuncture ou est-ce que je ne peux pas? Y a-t-il un risque de piquer un patient qui a une prothèse de hanche ou une prothèse de genou? Une prothèse totale du genou? Y a-t-il un risque? Toujours, il y a un risque. Mais lequel? Quel risque spécifique que j'aurai? Oui, des risques d'infection. C'est vrai pour toutes les aiguilles. Mais il y a un risque spécifique pour ça. C'est lequel? Après, c'est une médication qui est Lequel? Non, c'est pas grave, je veux dire. Il n'y a pas une prise de médication par rapport au rejet et tout ça qui peut être lié au système immunitaire. C'est un bon. Je trouve que c'est un bon élément. C'est un bon élément. Il n'est pas spécifique aux prothèses métalliques. La littérature est en train de nous mettre en évidence, qu'on va devoir mettre dans le manuel de la gestion des risques, c'est que les patients qui ont des prothèses métalliques, okay, si on prend une aiguille d'acupuncture ou n'importe quelle aiguille qu'on perce la peau, okay, même si je suis les règles de prévention à la lettre, il reste quand même que je dois rentrer un corps étranger dans une personne. Okay? Il est arrivé des événements sentinelles où une aiguille a percé, est allée toucher la prothèse métallique et l'aiguille transportait une bactérie. Et ça a fait un développement de ce qu'on appelle une infection par biofilm, c'est-à-dire qu'il y a eu une infection, comme une pellicule d'infection qui s'est appliquée entre les tissus du patient et la prothèse métallique. On appelle ça un biofilm. Okay? Et ça amène beaucoup de complications avec les patients. Donc, c'est très difficile à traiter. Pourquoi? Parce que compte tenu que ce n'est pas dans un tissu, que c'est extérieur au tissu et apposé sur une plaque métallique, les antibiotiques ne se rendent pas à cet endroit-là. OK? Ce que je veux que vous reteniez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas piquer quelqu'un qui a une prothèse de hanche. Ce que je veux juste vous dire, qu'il y a des normes qui vont être écrites, qui vont nous aider ou nous guider dans notre choix, dans la façon de poncturer pour éviter que ce risque-là apparaisse. Comprenez-vous? Et ça, c'est plate à dire, mais en 1995, cette réalité-là n'existait pas quand l'ordre a été créé. Et on la voit apparaître parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont porteurs de ça. Voyez-vous, c'est ça le manuel, c'est ça qu'on appelle la gestion des risques. Il n'existait pas tant que ça, ce risque-là. C'était très peu documenté. Maintenant, comme il y en a plus, c'est plus documenté. Et on n'a pas le choix. Du moment qu'on connaît le risque, on doit le gérer. Il y a un autre exemple, je ne sais pas si je me trompe, mais il y a aussi l'utilisation d'aiguilles qui sont avec du silicone, qui sont enrobées de silicone. Si vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, ça existe. C'est du matériel nouveau. On enduit finalement les aiguilles avec du silicone pour que le patient ressente moins la poncture. Ce qui a été remarqué, c'est que lorsque ces aiguilles étaient chauffées, le silicone fondait et c'est resté finalement sous la peau.
Donc ça aussi, ça fait partie de la gestion du risque. Il y a eu des cas de glomérulome, je pense, qui ont suivi des personnes qui ont justement une infection après l'insertion d'aiguilles chauffées, qui ont laissé du silicone sous la peau. Ça fait partie de la gestion des risques. Donc, est-ce qu'on va tolérer ça? Ça va faire... Tout est à votre avis. Comprenez-vous? Actuellement, vos références actuellement, c'est le manuel de gestion des risques. Et probablement, quand vous allez embarquer, quand vous allez donner des professionnels, ce sera le manuel de gestion des risques qui va être en vigueur en 2017. Il devrait être écrit. Il ne sera peut-être pas complété parce que c'est vaste, mais ça va être ça votre référence, donc ça va évoluer. OK? Il faut que vous soyez au courant de ça. OK, on continue. Donc, on vous a fait un peu le tableau général. On a fait un survol très succinct. On aurait pu vous parler de ça pendant beaucoup plus longtemps, mais c'est assez succinct. La prévention des infections, proprement dit. La sepsie, proprement dit, on fait référence effectivement aux bactéries, aux microbes et aux parasites. Et la nécessité finalement de se conformer à la législation en ce qui concerne la sepsie et l'hygiène, notamment l'utilisation d'un antiseptique adéquat pour nettoyer la peau, mais pas seulement la peau du patient avant sa ponction, mais aussi toutes les surfaces qui vont recevoir le patient. Okay? Donc, il est important de garder ça en mémoire. Tout ça en prévention justement de la prolifération d'infections, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau bactéries ou au niveau des virus. Comme professionnel, vous avez, c'est sûr, des obligations au niveau hygiène asepsie pour votre patient, mais vous avez une obligation pour l'ensemble de la population qui vous entoure. Donc, quelqu'un qui serait malade, comme mademoiselle aujourd'hui, qui travaillera en clinique, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez un petit rhume, ou alors vous êtes grippé, puis vous avez une grosse journée de clinique. Il y a 15 patients dans la journée. C'est un revenu qui est là. Je veux dire, vous avez besoin de ce revenu-là, mais vous êtes malade. Qu'est-ce que vous allez faire? OK, porter un masque. Est-ce que vous allez réellement travailler ces jours-là? Guérir? Non. Je pense que ça dépend à quel niveau. Je me le demande. C'est ça, en fait, ça va faire partie de ce qu'on parlait tantôt, de votre éthique. Voir si, dans vos limites et dans vos valeurs, vous êtes dans une journée où vous êtes capable de donner des soins adéquats à la patient, ou alors vous ne l'êtes pas. Et à ce moment-là, prendre la décision de ne pas traiter. Ou si vous êtes capable, à ce moment-là, de porter un masque, justement pour préserver votre patient et l'ensemble des patients qui vont suivre dans la journée. Le lavage des mains aussi va être à considérer, malade ou pas malade, mais porter une attention particulière si vous êtes malade. Un autre cas dont je vais poser la question, j'ai un patient qui vient me voir un jour et qui me dit écoute, Guillaume, j'ai un mal de tête, il faut absolument que je te vois, là, c'est nécessaire, en fait, je vais taper contre un mur. Alors, le patient vient, puis il me dit en plus, je reviens du Mexique, là, puis je le vois qui se démange, qui gratte partout. Je dis mais qu'est-ce que tu as de déranger? Puis je dis je sais pas, mes amis me disent que j'ai la gale. OK. Je regarde le patient, effectivement, il y a des traces de gale partout. Qu'est-ce que vous faites? Le patient est là, il souffle, il a mal de tête. Là. Je l'envoie à l'hôpital. Pardon? Je dirais l'hôpital. OK, pour quelle raison? Parce que c'est juste qu'on peut transmettre. S'il vient sur. C'est sûr que si on le traite, on fait attention, mais il y a quand même des risques de transmission assez grands. À quel niveau? Moi, je pourrais l'attraper. Ouais. Puis je pourrais la transmettre à d'autres patients. Effectivement, ce patient il est resté une demi-heure dans la salle d'attente, sur les chaises. Mais il y a des personnes, non? Il faut tout faire Exactement. Il va falloir tout aseptiser de fond en comble. Puis effectivement, ce patient, vous allez le référer en milieu hospitalier. Son mal de tête, il va le traiter à l'hôpital. Mais rendu là, c'est notre responsabilité de s'assurer qu'il va vraiment à l'hôpital ou juste de lui dire tu dois. Il faut regarder la priorité du patient. Si c'est un mal de tête qui est dû à quelque chose de très sérieux ou vous soupçonnez qu'il faut une intervention immédiate d'un médecin ou à l'hôpital, oui. Mais pour la gale? La gale va être traitée en milieu hospitalier. Vous n'avez aucun moyen de le traiter. Non, mais est-ce qu'on est responsable de s'assurer qu'il va à l'hôpital? Parce que lui, il pourrait juste dire finalement, c'est pas ça. Moi, je m'en vais chez nous, puis je m'en vais au centre d'achat. Selon les priorités, c'est pas une priorité dans le sens que c'est pas quelqu'un qui est sur le point de vous allez appeler l'ambulance. Vous allez devoir faire un suivi
adéquat auprès du patient, c'est-à-dire que tu vas aller à l'hôpital faire traiter la gale et en même temps ton mal de tête, et que vous allez faire un suivi, vous allez pouvoir noter au dossier toutes les informations. Mais si le patient, vous n'avez pas besoin de l'accompagner à l'hôpital, c'est pas une priorité là, par exemple. Mais on va noter comme quoi qu'on va Exactement, vous référer allez comme noter, source probable. exactement. Puis vous faites un suivi les journées suivantes. Ouais. OK? Mais effectivement, mon point dans cette affaire-là, c'est que vous avez un devoir populationnel, on le disait tantôt, vous devez aussi protéger les patients qui vont suivre dans cette clinique-là. Juste pour enchérir sur la réponse de Glenn, cette conservation, moi j'appellerais le patient pour m'assurer que c'était bien ou pas la gale, parce que je veux le savoir, parce que j'ai vu dans ma salle d'attente, si c'est le cas de gale confirmé, au palais, je vais peut-être passer à refaire une deuxième décontamination ou être plus vigilant. Voyez-vous? Parce que je ne veux pas que ma clinique devienne un foyer d'infection. Donc, je vais rappeler le patient, je dis, as-tu bien été? Oui. Est-ce que tu me confirmes que c'est la gale ou pas? Non, finalement, c'était pas un cas de gale. Bon, OK, tant mieux. Si c'est un cas de gale, merci, c'est important de le savoir parce que j'ai besoin de le savoir pour mon autre clientèle. J'ai un autre problème dans ma clinique, c'est que moi je souffre d'arthrose. J'ai vraiment des douleurs aux mains de façon récurrente. Et il m'arrive parfois, c'est une joke, c'est pas vrai. Il m'arrive parfois d'échapper des aiguilles parce que justement j'arrive pas à les maintenir dans mes mains. Puis un jour, j'ai traité un patient, puis j'ôte mes aiguilles, puis par accident, il y en a une qui est tombée. Mon patient en sortant de la table, il se pique. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Okay. Sauf que, effectivement, j'ai compté mes aiguilles en les azotant sur les patients. C'est finalement en me rendant de la table au 1,50 m d'un truc qu'elle m'a glissé. Mais c'est de toujours, si on a cette difficulté-là, c'est toujours s'assurer de tout vérifier les lieux pour voir si on a échappé. Effectivement, la sécurité des lieux dans lesquels on va traiter, ça fait partie du continuum, donc on va vérifier tantôt. Mais est-ce que moi, le patient se plaint parce que finalement il a contracté quelque chose avec l'aiguille avec laquelle il s'est piqué? Moi, j'ai une enquête du CNZ qui vient me voir puis me dit, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire, connaissant mon handicap? Ben, envoyer à la clinique quand même, pour vérifier. OK, ça c'est une chose, une priorité à faire effectivement au niveau du patient. Il y a tout un protocole finalement d'accident percutané que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais que vous allez le voir plus tard dans la session. Donc vous allez pouvoir voir quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'un accident arrive dans ce sens-là. Mais moi, comme professionnel, connaissant mon handicap et une mise à risque finalement du patient. Mais se faire traiter pour la France. En acupuncture, je vais dire. OK. Moi, quand l'enquêteur est venu, il dit ben, c'est pas ma faute, j'ai de l'arthrose, puis c'est tombé, là, c'est comme ça. Mais ça fait plus apte à pratiquer aussi, ça fait plus longtemps là. Non, je suis quand même un bon acupuncteur. Je suis quand même, les gens viennent me voir parce que j'ai une expérience et puis j'ai encore toute ma tête. Ouais. On a des on parle de moins des deux à la fois. OK. Donc, on est dans un mode de solution finalement. Il faut trouver une solution pour pallier cet handicap-là. Ouais, à ce niveau-là, il faut quand même avoir des problèmes au niveau de la conduite. Si la personne peut échapper, il pourrait aussi avoir. Je vais vous donner l'exemple de l'arthrite, mais ça peut être par exemple du tremblement, un tremblement léger. J'en ai échappé une pareille. Un acupuncteur qui est en traitement doit aussi penser qu'il a une personne sur la table, il doit s'assurer que tout son environnement autour du patient, mais autour de général au niveau de la clinique, est sécuritaire. Il doit mettre lui-même en place des mesures, ou en tout cas y penser à mettre des mesures pour empêcher, augmenter le risque finalement d'accident percutané. Dans le cas de la personne qui fait du tremblement, un tremblement ou bien de l'arthrose, il peut tout simplement avoir un petit bac pour déposer ses aiguilles au fur et à mesure. Ça pourrait être un élément. Dans le sens, je vous amener à dire, est-ce que vous êtes capable, si vous avez un risque au niveau de tomber des aiguilles ou autre, vous devez penser à quelque chose qui mettra en sécurité votre public, votre patient. Vous voulez le bac au fur et à mesure. On fait un deuxième quart? Je pense que c'est celui-là.
que je vais faire. En fait, c'était un petit peu pour ce que je disais tantôt, le parti. C'est que, en fait, je voulais imaginer un petit peu ce que je disais tantôt. Si vous êtes malade, pensez à porter un masque. Si un patient est malade qui a une grosse toux dans la salle d'attente, faites-lui porter un masque. Il faut que vous éliminiez au minimum le vecteur de propagation d'un virus ou d'une bactérie. Donc, l'exception et la prévention, c'est quelque chose pour qui? Selon vous, pour qui on devrait faire une prévention prévention des infections? Nous, pour le patient, pour sa famille, pour notre famille, tout le monde. Voilà. Toutes les réponses sont là. C'est pour le patient, pour vous et donc pour la population en général. La question, si vous êtes un patient, mettez-vous dans la peau d'un patient en acupuncture, quelles sont vos attentes en la matière d'hygiène aseptique? Je vais les noter au tableau. On en a trouvé 8 ou 9 tantôt. Ça va de la pression, là. Oui. On va aller au plus simple. Allez-y, commencez. Lancez-vous. Selon vous, mettez-vous dans la peau d'un patient. Vous arrivez dans une clinique d'acupuncture, au niveau d'hygiène aseptique, vous attendez à quoi? Propreté des lieux. Propreté des lieux. Propreté des locaux. OK. La propreté de l'acupuncteur. Propreté de l'acupuncteur. Ensuite, De la salle de bain. Ben là, c'est général. Oui, mais Locaux, c'est correct. locaux, on comprend donc la salle d'attente. Ouais, La la salle de salle de bain, traitement. ça donne souvent un bon indice sur l'état général de l'endroit. C'est vrai, quand on va au restaurant, des fois on va à la salle de bain direct puis on vérifie comment sont les locaux. Salle de bain, OK. Des aiguilles stériles. OK, on s'attend à ce que l'acupuncteur utilise des aiguilles stériles, d'accord. Aiguilles et matériel stérile. OK, ensuite, La désinfection des points. désinfection des poils. désinfection des mains. Alors, le lavage des mains. Lavage des mains. D'autres choses? Moi, je m'attends à ce que l'acupuncteur soit conscient de tous les risques d'infection ou des dangers liés à. OK, ça fait partie. OK, dans les. Comment je vais le formuler? Je peux reformuler? Comment ça se... Concrètement, tu vois comment? L'attitude. Cette préoccupation-là? L'attitude ou dans par les questions, vous êtes, tu sais, vérifié tous les risques par ces questions sur la santé, par les manipulations, on fait bien les manipulations d'hygiène aseptique. Dans le fond, c'est Donc, juste- respect des normes d'hygiène aseptique de la part de l'acupuncteur. Faites un- OK. Ça rejoint un petit peu tout ça, mais gestion. Respect et gestion des risques. Par exemple, une boîte de déchets biomédicaux dans la salle. OK. Mais c'est comment ça pense qu'ils soient éduqués, que ce soit vraiment comme force, que ces connaissances soient à jour, puis que ce soit. Donc, la boîte, ça fait partie comme. C'est ce que tu disais tantôt, la boîte des déchets biomédicaux, par exemple. Est-ce que vous attendez à ça comme patient, à avoir un acupuncteur qui a une boîte à déchets biomédicaux dans chaque salle? Ouais. Oui, vous savez que c'est une obligation, on vous en a parlé. Mais mettez-vous vraiment dans la peau d'un patient qui est un petit peu anxieux. C'est la première fois à l'acupuncture, il a peur, il a entendu des choses bizarres, les gens vont attraper des affaires avec des aiguilles. Fait qu'il faut que vous mettiez dans ce sens-là. Là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent importants? Plus une attitude préventive, alors ça c'est difficile à dire comment, mais qui soit rassurante. Une attitude rassurante auprès du patient. Là. Ouais. OK. Donc, Concrètement, est-ce que visuellement, qu'est-ce qui vous rassurerait visuellement si vous voyez un acupuncteur? Qu'est-ce qui vous dit? Son attitude vous rassure parce que. si l'environnement est bien organisé, peut-être justement par rapport à la prévention, donc si on voit qu'il y a du. Organisation, d'accord. Je n'aurais pas, hein? Je n'aurais pas de. Le Ouais. questionnaire aussi, comme tu disais, le questionnaire, puis un questionnaire qui Un questionnaire professionnel. voilà, sur les antécédents, sur la situation. OK, là on sort un petit peu de l'hygiène aseptique.
On va rester concentré dans l'hygiène aseptique. Ouais, mais si ça concerne justement le port de prothèse ou la prise de médicaments, OK, donc un dossier adéquat, d'accord. Mais si on reste un peu plus au niveau de l'hygiène aseptique, C'est la capacité d'observer. c'est quoi le professionnel pour vous? Mademoiselle Lambert, turquoise, oui. Moi, je dirais que j'aimerais ça que le compteur m'informe des risques que j'ai. OK, dans le sens Si que... j'ai des conditions particulières, Ouais, comme le diabète, j'aimerais qu'il m'informe des risques OK. du traitement. Ou si je porte Ça une fait partie. prothèse. OK. C'est une compétence qui joue finalement aux professionnels, mais on va essayer de concentrer sur l'hygiène aseptique. Vous voyez un professionnel, c'est quoi pour vous un professionnel? Un professionnel d'hygiène aseptique, là. Ben, moi, ce que je voulais plus, c'est plus un geste, là, c'est le changement de drap en chaque patient. OK. Donc, la buanderie, en fait, Vous ne coucheriez pas sur un papier de drap fripé, vous? Non? Avec des pommes aussi. Avec des points dessus. Plusieurs choses. Je sais pas si je vais répondre à la question qui veut nous faire. Mais je me dis que dans le fond, un professionnel doit être un modèle finalement de tout ce qui doit. Fait que pour vous, est-ce que l'apparence est C'est ça, importante? c'est ça. Propreté des locaux, de l'acupuncteur. Parce que quand je dis propreté d'acupuncteur, je parle de sa présentation, son main propre, ses ongles coupés. Tu sais, il y a une bonne haleine, je veux dire, il sent pas mauvais la haleine. Je savais qu'il y avait Est-ce que le fait qu'il porte un parfum, c'est important? Non, ça peut être un désagréable. Exactement, c'est que porter un parfum pour un acupuncteur, mon monsieur qui avait un mal de tête tantôt, je pense pas qu'il aime ça, là. Un autre exemple, est-ce qu'il y en a qui ont des animaux chez eux? Des chats? Vous savez, entre votre 2 demi-journées, vous commencez le matin, le midi, vous allez, je ne sais pas si vous travaillez chez vous, mais si vous travaillez chez vous, vous avez un chat, vous allez pouvoir le porter sur vous, vous redescendez à 2 heures, traitez votre patient, vous avez des poils un petit peu sur l'animal sur vous. Le patient, manque de peau, il est allergique au chat. Ou de la sauce de Ah, spaghetti. hein? De la sauce de spaghetti. Moi, sans avoir un uniforme, moi, j'aimerais être bien vêtu ou un uniforme, ça fait plus propre aussi. OK. Ça va rassurer le patient. Donc là, on va regarder, grosso modo, les... Oups. Ok, voilà. C'est sûr que je n'ai pas tous les éléments que vous m'avez cités tantôt, mais les principaux sont là. Donc, l'hygiène, salubrité des lieux de pratique, le lavage des mains, évidemment. Indiquer le traitement respectant les normes d'hygiène asepsie, c'est ce que vous allez étudier pendant tout le long de l'année. La désinfection du matériel, la gestion des déchets biomédicaux. La désinfection du matériel est importante. Le matériel, ce n'est pas juste vos aiguilles d'acupuncture, vous allez utiliser des bambous, vous allez utiliser le chat, peut-être le laser, tout ça, vous devez respecter la désinfection de ce matériel-là. Évidemment, la gestion des déchets biomédicaux est importante. Mettre une aiguille souillée dans votre bac de déchets biomédicaux ne suffit pas. Il va y avoir tout le protocole qui va suivre après. Et évidemment, on s'attend à ce que vous n'abusez pas des mains. Okay?